N'oubliez pas de lancer l'enregistrement si vous voulez Ouais, enregistrer. Ouais, je je viens de le lancer, ouais. je lance ou je le fais? Comme tu C'est veux. fait. OK. Yes, bah, du coup, bonjour et bienvenue, à tous au meet-up Beyond Scrum Mastering de ce soir. Juste un petit mot pour les personnes qui nous rejoignent, au meet-up, pour la première fois. Donc, Beyond Scrum Mastering, ça va bientôt faire 2 ans que ça existe. C'est un meet-up qui a été créé à la base pour, permettre d'avoir un espace de discussion autour du métier de Scrum Master et de manière générale, d'accompagnement d'équipe agile. Parce qu'on le sait tous, hein, que l'accompagnement d'équipe agile, c'est un monde complexe. Donc voilà, on voulait, permettre de discuter autour de ces problématiques et surtout d'aller au-delà de la méthodologie qu'on commence à un peu tous connaître ou pas. Voilà, donc dans ce cadre, aujourd'hui, on va aborder, l'approche No Estimates. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pourrez poser toutes vos questions à Dragoche, aujourd'hui. Et puis, voilà, donc notre invité du jour, Dragoche, qui va nous présenter l'approche. Je te laisse te présenter, Dragoche. Bonjour à tous. Oui, je vais me présenter. D'abord, hein, juste pour vous dire que mon cerveau il est un peu en miettes, donc ça va être un peu plus long aujourd'hui. Comme ça, vous aurez le temps de bien digérer mon accent. Donc, Dragoš, coach chez Binext, chez Binext depuis 5 ans, coach depuis une bonne dizaine d'années. Ça commence bien le meet-up parce que déjà, il y a des suppositions. Il y a des suppositions que je sais de quoi je parle en m'invitant ici à vous parler de non estimés. Bon, on verra ça à la fin, si, si je suis pertinent ou pas sur le sujet. J'avais envie aussi de faire une blague. Emeline vous demandait, mais qui connaît No Estimates? Donc, levez la main, qui connaît No Estimates? Levez la main, mettez en chat. Ouais, Julien, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent No Estimates? Bon, la blague est, vu que mon cerveau il est un peu en miettes, j'inviterai les personnes qui connaissent No Estimates à présenter. D'accord? Comme ça, je finis ma soirée. Bon, partons sur des choses un peu plus sérieuses. Non, pas très sérieuses. Bon, je suis en vacances juste après ce meet-up, donc ma tête, elle est ailleurs. Vous l'avez bien compris. Et ce que j'aimerais, c'est de ne pas passer une heure en monologue avec vous. Donc, moi, à vous parler, mais plutôt interactif. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller, à écrire dans le chat, à poser des questions. Ça mettra un peu de peps, ça mettra un peu de dynamisme et ça me mettra surtout en difficulté parce que là, les slides que je vais vous présenter, je pense maîtriser, mais au-delà de ces slides, j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer dans les cordes. Ça va me faire du bien pour les jours à venir. OK. Oui, dans le chat, les questions. Commençons avec No Estimate. Ça va être brouillon, mais ça va venir avec l'avancement, j'espère. Déjà, une première remarque, vous voyez un hashtag devant le No Estimate. Bon, pourquoi un hashtag devant un titre des slides? En fait, parce que je vais vous parler d'un mouvement qui s'appelle No Estimate et le hashtag, c'est parce qu'il était surtout, il est apparu, il était promu, il a pris de l'ampleur sur Twitter sous ce hashtag No Estimate. Donc, un hashtag, un mouvement qui est apparu en 2012 via un article de Woody Zuill, un article coup de gueule contre la situation dans le développement logiciel et notamment l'abus et la l'utilisation à outrance des estimations et leur non-sens. Et très vite, ça a fédéré tout un camp autour de cette pensée et les personnes les porteurs les plus actifs autour de ce mouvement, de ce camp-là, ont été, en plus de Woody Zuill, c'est Vasco Duarte qui, lui, a écrit aussi un livre sur les no estimates et Neil Killick, je ne sais pas prononcer son nom, Killick, Killick. Donc, les trois sont des fervents défenseurs de ce mouvement qu'on essayera. C'est l'objectif de ce meetup, c'est de vous expliquer un peu ce que j'ai compris moi, pour
moment où j'ai fait la part des choses, parce que c'est parti d'un mouvement et à la fin, c'est fini et ça continue à être même une vraie bagarre sur Internet, sur Twitter, entre des différents spécialistes qui sont plutôt pour no estimate ou contre no estimate. Donc, faisons un peu, je me mets pas dans une posture de la Toya ou de sachant. C'est un mouvement qui est assez hétéroclite. Donc, il y a des courants de pensée qui se mettent derrière ce hashtag et derrière une réflexion autour du non-sens des estimations. Et il n'y a surtout pas de consensus. Si vous faites une recherche sur Internet, vous verrez très vite qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des extrémistes du no estimate, il y a ceux qui disent que c'est une aberration, ce mouvement-là, et il y a ceux entre les deux qui essayent de réfléchir et de contextualiser et de trouver des choses intéressantes à faire. Donc, l'idée que je retiens de no estimate, c'est que j'essaierai de vous développer dans cette présentation, c'est que no estimate, c'est surtout une approche, une réflexion pour aller au-delà des estimations telles qu'on les connaît, telles qu'on les a connues, et surtout avec un objectif de se concentrer sur l'essentiel. Et quand on dit ça, on dit tout de suite qu'on considère dans no estimate que l'estimation n'est pas l'essentiel. Et on le verra pourquoi, j'essaierai de vous l'expliquer. Donc, est-ce que ça marche les slides? Ça bouge chez vous ou pas? Super, très bien. Ok, ouais, super. Ouais. J'avoue, c'est un slide. Alors, partons avec les quelques postulats que je vais essayer ensuite toute la réflexion va être basée sur ces postulats-là que je vais expliquer par la suite. Donc, premier postulat, nous sommes mauvais, nous sommes très mauvais dans l'estimation. Et ensuite, quand on va parler de tâches, plus les tâches ou les activités qu'on va estimer sont grosses, plus nous sommes imprécis dans l'estimation. Deuxième postulat, il repose sur l'environnement VUCA. Vous avez déjà entendu sûrement parler. Donc, VUCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est le monde tel qu'on le connaît depuis un certain temps, qui ont plein de mouvements, qui a plein de complexités interlacées, plein d'incertitudes. Et donc, cet environnement et la création de logiciels, la création d'applications, de produits digitaux baignent dedans. C'est un environnement qui rend l'estimation quasiment impossible. On parle de complexité, on parle de quelque chose où il n'y a plus une causalité qui est discernable. En d'autres termes, si le processus de développement du logiciel se déroule dans un environnement qui est complexe, on est d'accord avec ça, il est impossible de prévoir avec précision des facteurs tels que le temps ou le coût, des choses où en général on emploie l'estimation. Oui, Moira, tu as loupé le début. Je pense qu'on enregistre. À mon avis, on va partager. Salut, Moira. Donc, il est tout simplement trop variable et complexe l'environnement et il y a un impact sur la précision des estimations, ce qui rend les estimations quasiment inutiles. Troisième postulat, c'est que ce processus d'estimation, la manière dans laquelle on crée les estimations, on fait de l'estimation, nous détourne de la création de la valeur. Je vais revenir amplement sur ce point un peu plus tard. Quatrième postulat, quand on parle d'estimation, on parle très souvent d'une nécessité d'une description et d'une poussée très détaillée des éléments à estimer. Et donc, ça devient vite fastidieux, ça devient très vite une source de gaspillage. Et dernier élément, un petit rappel sur la partie complexité du monde, et surtout comprendre que la création de valeur va venir dans un environnement complexe plutôt de l'implication des personnes et de la capacité à s'adapter, à apprendre rapidement, et moins de cet artifice qui est l'estimation qui, elle, n'apporte pas directement de valeur. Alors, je regarde aussi mon timing pour laisser du temps aux discussions ensuite. Très vite sur le premier postulat, nous sommes mauvais à estimer. Bah oui, nous sommes très mauvais à estimer et je demande j'apporte comme preuve toute une liste des biais qui se mettent, des biais cognitifs qui se mettent en œuvre
lors d'une activité d'estimation. Pas uniquement, mais les estimations sont complètement affectées par ces biais. Quelques-uns que vous avez sûrement entendus, le biais de l'ancrage, c'est le fait de dépendre de la première information dont on dispose. On reste bloqué sur ça. Le biais de la disponibilité, le fait de surévaluer l'importance de l'information qui est accessible. Plus l'info est accessible, plus on pense, on surévalue son importance. L'effet autruche, bon, je ne sais pas si besoin de l'expliquer, c'est le fait d'ignorer des informations négatives ou dangereuses. L'excès de confiance, c'est la prise de risque exacerbée. C'est un peu dans l'autre sens. C'est le miroir de l'effet autruche. Biais de confirmation, dernier intéressant, c'est une tendance à porter attention aux informations qui confirment nos préconceptions. Donc, on va toujours être dans une confirmation de nos croyances et on va écarter les informations qui sont contraires à ce qu'on y croit. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'on est mauvais à estimer. Deuxième postulat, il était plutôt sur la caractéristique du détail, le piège du détail. Je vais essayer de l'expliquer un tout petit peu. Très souvent, on est conscient qu'une estimation, elle vaut ce qu'elle vaut. Et ceux qui sont en train de promouvoir les estimations et de dire qu'elles ont du sens et que quand même, il faut les faire, ils sont dans une démarche où ils disent, bah oui, vous êtes mauvais parce que vous ne savez pas estimer. Vos estimations sont mauvaises, mais ce n'est pas l'estimation en soi qui n'a pas de sens, mais c'est que vous ne les faites pas bien et donc vous vous en servez pas bien des estimations. Et donc, cette réflexion-là va se dire, OK, si on est mauvais en estimation, comment l'améliorer? Attention au micro. Comment on peut améliorer ces estimations-là? Ben, on va pousser l'analyse un petit peu plus. Ça veut dire qu'on va aller encore plus dans le détail pour avoir une estimation qui est un peu plus proche de la réalité. Et, cette estimation plus détaillée, elle va nécessiter un descriptif plus détaillé de la tâche ou de l'objet à estimer, et ça devient très vite fastidieux. C'est souvent très faux et ça fige la capacité d'innovation ou de trouver des alternatives plus viables. Et donc, ça devient un gaspillage, l'action d'estimer. Je vous ai mis là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire cette citation de Dan North qui explique un peu cette nature très fractale de l'estimation. Donc, il dit qu'il s'avère que l'estimation est fractale. Plus vous décomposez les exigences, plus vous découvrirez des contours de ces exigences-là. Et cela signifie que plus votre estimation est détaillée, plus le total tendra vers l'infini, simplement en raison des erreurs d'arrondi et des facteurs de peur que nous multiplions en estimant à grain fin. L'autre piège du détail, il paraît très sérieux, précision, accuracy. Oui, c'est un piège, donc parce qu'on je vais revenir, Moira, sur ça, effectivement. Et donc là, ce qui essaie de nous expliquer Danor, c'est que j'essaie de l'illustrer avec cet exemple d'un lac en Suisse. Si on prend quelques points d'échantillonnage pour estimer quel est le contour du lac et avoir sa surface, plus on va aller dans le détail, plus on va mettre des points d'échantillonnage, plus on verra qu'en fait, le bord du lac, il a des formes, des entrants de l'eau et l'estimation finale, elle ne s'arrête jamais. On pourra aller jusqu'au centimètre près pour ajouter des éléments, mais ça va nous détourner de quel est l'objectif derrière. Si l'objectif était d'avoir une mesure macro de la longueur du lac ou de sa surface, aller dans ces détails-là, c'est contre-productif et fastidieux et inutile parce qu'on aura très rapidement, avec quelques points d'échantillonnage, une mesure qui est correcte pour ce qu'on voudrait faire derrière. Donc, n'oubliez pas ce piège, cette spirale négative qui est si on rentre dans le détail, parce qu'on va découper la chose à estimer, on la découpe, on rentre dans les détails et chaque
sous-partie à estimer, on va avoir cette tendance pour maîtriser, pour avoir des estimations qui sont encore plus précises, encore plus qualitatives, à la redécouper, à la réanalyser. Et là, on rentre dans cet effet de soit de l'arrondi, soit du fait qu'on va toujours mettre un petit buffer dans nos estimations qui, au moment où on va faire la somme globale, les estimations vont exploser. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Sébastien, le problème de l'estimation est surtout un problème managérial. Comment faire en sorte de faire accepter du no estimate? Alors là, bon, je n'ai pas fini, tu verras à la fin. OK. Passons au suivant. J'aimerais vous parler là d'un autre postulat, d'un autre effet qui est la paralysie de l'analyse. Donc, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, et peut-être, Mira, ça répond à ta question. Une des choses qui revient très, très souvent, et ça a un lien aussi avec Sébastien sur le problème managérial, c'est qu'on en demande aujourd'hui des estimations parce qu'on en a toujours fait comme ça. C'est dans les habitudes. Pourquoi? Parce que c'est, d'après moi, un héritage du monde, du modèle projet. Je parle d'un mode projet, d'un monde qui se voulait prédictif, dans lequel, vous connaissez tous le cycle en V, dans lequel on avait au moins 3 étapes qui se succédaient, qui étaient la première, on donne un problème à résoudre, donc d'abord on va l'analyser. Ensuite, une fois qu'on a compris le problème et les choses à faire, on va planifier les activités à faire et ensuite on va dérouler ce plan pour réaliser la tâche ou réaliser le projet. Donc là, on va figer un coût, un délai et un périmètre. Et donc, on a fonctionné comme ça dans ce modèle-là pendant des années avant de commencer petit à petit à comprendre que ce monde prédictif, il va à l'encontre de nos objectifs qui sont apporter de la valeur, pouvoir s'adapter, réussir nos produits, avoir des produits qui font du sens, pas des produits qui correspondent à un planning farfelu écrit en amont. Mais cette activité d'estimation, elle est bien ancrée et on n'arrive pas à se débarrasser. Je vous ai sorti ici 2 exemples. Le premier, il vient d'une présentation de Alan Kelly, Software Development is Upside Down, dans laquelle lui, il a conduit une expérimentation pendant 2 ans sur plusieurs équipes, dans lesquelles ils ont essayé de voir combien de temps ça prend l'estimation d'une tâche qui, elle durait 2 minutes. Et grosso modo, ils ont constaté qu'ils passent presque 3 fois plus, 6 minutes et demie, pour estimer une tâche qui fait 2 minutes. Et la planification ensuite, elle prend encore 11 minutes. Et c'est un peu l'idée dans la diagramme à droite, c'est quand on estime, qu'on estime ou pas une tâche, on peut débattre ensuite, elle va prendre la même durée. La réaliser, ça va prendre la même durée. Le fait qu'on estime ou pas, ça va avoir un impact quasiment minime. Donc, la plupart du temps, après, je sais, on va nuancer, on va en discuter plus tard, mais la plupart du temps, le fait uniquement d'estimer combien de temps ça va nous prendre de faire quelque chose, ça nous enlève juste du temps de réalisation de la tâche elle-même. Donc, ça va nous retarder dans le temps. Donc, il vaut mieux commencer à faire, si vous avez des choses importantes et urgentes à faire, il vaut mieux commencer à les faire plutôt qu'à passer un temps fou à les estimer. Après, la blague sur la stratégie A et la stratégie B, c'est effectivement, au lieu de passer un temps infini à estimer et à calculer qu'est-ce qui est mieux, le A ou le B, peut-être que dans certains cas, il vaut mieux faire A et B et voir qu'est-ce qui est mieux parce que ça coûte beaucoup moins cher que l'estimation. Un autre piège, on arrive à nos managers aussi, c'est surtout que cette activité d'estimation, elle va créer un contexte, un environnement dans lequel on va instaurer de la peur, de la méfiance et des mensonges, parce que la plupart de ceux qui jouent ce jeu de l'estimation, ils sont conscients, ils sont d'accord sur le fait que on est en train de se mentir. Il y a le même problème. Mais je ne sais pas si c'est aussi dans
Florent, je ne sais pas si tu voulais nous parler ou c'était une erreur. Je n'ai pas compris. Donc, ce que je disais, c'est qu'on instaure avec cette activité d'estimation un environnement dans lequel on va affecter la transparence, on va affecter la confiance entre les gens au sein de l'équipe. Et surtout, ces problèmes de méfiance et de mensonge autour de l'activité d'estimation vont nous détourner le focus du mode collaboratif. On voudrait collaborer entre le métier, l'IT, entre les différentes personnes dans l'équipe qui contribuent à la réalisation du produit. Donc, du mode collaboratif, on va passer vers un mode plutôt contractuel. Pourquoi? Parce que quelqu'un va demander une réalisation d'une activité, elle va demander aussi d'avoir une estimation et qu'on va prendre ça comme un contrat. Oui, vous m'avez dit que ça va coûter tant ou que ça va prendre telle durée. Et donc, c'est un contrat. Et donc, ça va mettre aussi les membres de ces équipes-là dans un modèle où elles vont essayer de se protéger. Donc, on va se protéger comment? Ben, on va un peu jouer avec les estimations. Au lieu d'être transparent, de parler, de mettre sur la table les problèmes, les difficultés, de donner des chiffres qui sont réels, on va essayer juste de se protéger en gonflant les estimations, en essayant de détourner des problèmes, de les cacher, parce qu'on est dans un modèle plutôt contractuel qu'un modèle collaboratif. Passons à la suite. Donc, on arrive à la question principale. On voit qu'il y a des problématiques. On sent que c'est un peu ces estimations apportent plus de problématiques que du positif. Mais on aurait raison à se poser la question, mais pourquoi on estime quand même? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert? Et à quelles questions on veut répondre? Pour quelle décision on veut prendre? Parce que si les estimations sont là, sûrement il y a des problématiques derrière auxquelles ils veulent répondre. En posant cette question-là, en creusant cette question avec des équipes que j'ai accompagnées tout au long du temps, dans les dernières années, une des réponses qui revient le plus souvent, c'est la question qu'on se pose, pourquoi on estime, est-ce que c'est rentable de développer une fonctionnalité ou un produit au regard du gain attendu? Donc, c'est une question qui porte sur, on a une idée, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce chemin-là et de la réaliser, que ce soit une fonctionnalité ou un produit? Est-ce que le gain escompté de la réalisation de cette fonctionnalité, il est supérieur au coût engendré par la réalisation de cette fonctionnalité? Et donc, c'est plutôt une question de ce qu'on appelle le ROI. Ça parle à tout le monde, le ROI. Return on Investment. C'est le retour sur l'investissement. Je consacre tel temps, tel budget pour réaliser quelque chose. Est-ce qu'en retour, j'ai les bénéfices? Est-ce que j'ai l'impact que je souhaitais avoir? Est-ce que je suis en positif ou en négatif? Donc, qu'est-ce que ça veut dire un ROI? Si on fait la formule, c'est le rapport entre un gain souhaité, estimé, voulu, et l'investissement conséquent pour réaliser cette tâche, pour réaliser ce produit. Derrière gain, ce qu'on met, on met de l'impact, on met du bénéfice. Et donc, si on développe cette équation-là, je dirais que dans la partie supérieure, on a plutôt le problème, parce que le gain, il vient, comme c'est un impact, un bénéfice, il appartient au problème, au domaine du problème. Comment on va impacter, la vie des utilisateurs, comment on va transformer des fonctionnalités dans du bénéfice, que ce soit du bénéfice du bénéfice quantifiable côté business ou du bénéfice parce qu'on a des nouvelles capacités à mener nos tâches métiers, par exemple. Et la partie en bas, l'investissement, c'est plutôt qu'est-ce que ça implique pour créer une solution, pour créer la solution à ce problème-là. Donc, c'est le rapport entre les deux.
Et dans cette équation-là, on voit très bien qu'il y a deux choses à estimer si on veut savoir le ROI. Donc, il y a combien ça nous coûte, quel est l'investissement, combien ça nous coûte à créer la solution. Mais il y a surtout une question à se poser qu'on voit beaucoup moins souvent. Quel est le gain qu'on aura en développant cette fonctionnalité ou ce produit-là? Quel est l'impact? Quel est le bénéfice? Quel problème on résout? Pour qui on le résout? Quelles sont nos hypothèses de valeur derrière? Et si on veut maximiser ce ROI, ce n'est pas en se focalisant sur la partie combien ça nous coûte la solution on va maximiser ce gain, mais c'est plutôt en maximisant la partie gain. Et donc, c'est là qu'on va aller plutôt vers des démarches qui vont nous permettre de construire une vision produit. On va utiliser un Lean Canvas pour comprendre contexte, problématique, utilisateur, bénéfice. On va faire du impact mapping pour choisir quels sont les chemins de valeur les plus importants. On va construire des MVP pour valider nos hypothèses, pour aller rapidement avoir un cycle de mise en production et en tirer des bénéfices, confronter nos idées, nos hypothèses à la réalité du terrain. On va faire du story mapping ensuite pour traverser du problème vers la solution, pour imaginer de quelle manière on peut construire d'une manière incrémentale, on peut répondre à ce problème d'une manière incrémentale. Donc, ce que je voulais vous dire avec ce slide, c'est que, en fait, si le ROI il est très, très faible, on va gratouiller en général sur la partie investissement parce qu'on n'a pas un gain qui est très important. On va essayer de diminuer le coût pour retrouver un ROI qui est quand même positif. Mais si on prend le problème différemment, peu importe l'investissement, si le gain escompté, il est 10 fois, 100 fois, c'est des choses qu'on voit dans ceux qui se portent aujourd'hui très bien, un Google, un Amazon, ou tous ces exemples-là, le gain, il est multiplié par 10 par rapport à l'investissement qu'ils font. Et donc, si c'est ça la bonne direction, on va passer beaucoup plus de temps à réfléchir et à choisir les bons problèmes et à s'attaquer à la compréhension du problème et à la valeur qu'on veut délivrer, donc au gain, plutôt qu'à estimer des coûts et du temps pour la réalisation de cette solution. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je ne vois rien dans le chat, donc ça je vous ai perdu, ça c'est ultra clair. Il y avait juste Moira qui réagissait à ta slide, pas précédente, mais celle encore d'avant, qui disait que si on me fait l'avocat du diable, on pourrait challenger d'une grosse activité nécessite toujours le même temps en valeur absolue, et donc ça vaudrait le coup d'estimer les grosses activités. Mais ce n'est pas la conclusion, je suppose. Je ne sais pas si Moira, tu veux peut-être réagir? Je ne l'ai plus dans le chat. Ouais. C'est là où tu estimes le plan A et le plan B. Oui. Le fait qu'on passe énormément de temps à challenger, à estimer et à justifier de la meilleure option. L'exemple que j'ai vu, c'était sur des tâches de 2 minutes. Donc, je me demandais, je trouve que l'output est très intéressant. Et donc, je me demandais s'il y avait aussi des datas comme ça sur des activités plus grosses, parce que quelqu'un qui serait un peu mauvais penseur dirait « mais on passe beaucoup de temps à estimer en relatif par rapport à une petite tâche. Mais si c'est une grosse tâche, ça pourrait justifier le fait de faire des estimations. » Ok, j'entends. Mais on va prendre une autre, ça m'amène sur le slide suivant, parce qu'on va prendre toute une autre hypothèse en fait. On va jamais rester avec des grosses tâches. C'est ça l'idée derrière. Mais justement, c'est ça que je voulais. Je sais que ça, tu vas le proposer. Et donc, je me demandais s'il y avait d'autres datas pour enfoncer le clou, parce que c'est encore pire quand c'est gros. Bah, les datas, non, mais c'est tous les datas qui sont présentés quand on compare les projets menés en mode plutôt cycle en V avec le mode itératif incrémental. Donc, tous les Gartner, non, je n'ai pas choisi des datas, mais il y en a un peu partout qui nous montrent qu'un projet plus il est gros, 1 an, plus à la fin, on voit qu'il a pris 3 ans en fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un modèle dans lequel l'apprentissage ne se fait pas. Pour accoucher de quelque chose qui à la fin est utile, ça prend beaucoup de temps et ces estimations-là deviennent
pour se sécuriser, devient une activité primordiale dans la réalisation de ces produits-là. Au lieu de, en fait, c'est comme pour le risque dans la partie agile versus une partie traditionnelle. Soit on passe énormément de temps à assesser le risque, à bâtir des plans de mitigation de ces risques-là. Le jour où elles sont avérées, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a toute la panoplie des possibilités. Soit en agile, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la chose la plus risquée? Celle-ci. OK, bah alors on va la faire pour déminer ce risque-là. Et si vraiment il est avéré, au moins on sait qu'il y a quelque chose à faire. Mais on ne va pas faire tout un plan et toute une planification de comment on va répondre à tel ou tel ou tel risque. Voilà, le chaos report qui sort de Standish Group sur le chat. Donc, il y a plein de données. Donc, on arrive sur ce slide où j'essaie de vous concocter un peu. C'est quoi de non estimé derrière? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mouvement-là et qu'est-ce qui prévoit les porteurs de ce mouvement-là pour faire différemment, pour dire c'est pas les estimations qui comptent. Et déjà, premier point important, c'est de voir qu'en fait, ils ont rajouté un sous-titre au no-estimate parce qu'il était trop frontal, trop brutal, et on comprenait que comme si les estimations zéro, jamais, plus jamais, on ne fait pas d'estimation, mais c'est plutôt de se dire que l'estimation nous détourne de ce qui est important et donc qu'on se reconcentre sur ce qui est important, focus on what matters, ils l'ont nommé en anglais. Et donc, comment on va procéder dans un modèle, dans une approche no estimate? On va essayer de délivrer régulièrement des petits morceaux qui font du sens et qui sont priorisés par la valeur. Et dans ce cas-là, l'estimation, elle devient stérile parce qu'à chaque étape, on va se dire quelle est la prochaine chose qui est la plus importante et qui apporte de la valeur. Bah, c'est celle-ci. Donc, si c'est la plus importante, elle est porteuse de la valeur, il y a très peu de raisons pour passer un temps supplémentaire à faire de l'estimation. Surtout si derrière, c'est des petits morceaux, c'est-à-dire qu'on a travaillé en amont pour découper. Comment on peut découper? On peut découper avec des outils aussi que j'avais évoqués tout à l'heure, grossièrement avec du impact mapping. Ensuite, on peut rentrer avec du story mapping aussi pour découper un peu plus finement. Et donc, en ayant un meilleur focus, on va essayer donc d'avoir une meilleure productivité parce qu'on fait les choses qui comptent, on fait les choses qui apportent de la valeur, on fait des choses qui sont priorisées. Et pour rappel, cette citation de Drucker, quand on suit des coûts, on génère des coûts. Quand on suit la valeur, on génère de la valeur. C'est encore plus vrai avec l'estimation. Rappelez-vous le ROI, la formule du ROI, c'est le gain, l'investissement. On va se concentrer sur la partie en bas pour estimer l'investissement soit en termes budgétaires, soit en termes du temps investi. On va passer beaucoup moins de temps sur la partie en haut qui est la plus importante. Comment on va estimer les gains? Comment on va se poser les bonnes questions? Est-ce que c'est quelque chose qui mérite d'être fait? Est-ce qu'on sait comment on va à qui on s'adresse et qu'on sait si le problème mérite d'être résolu déjà, tout simplement? Est-ce qu'on sait si c'est un pain point pour quel utilisateur? De quelle manière il souffre aujourd'hui? Comment on pourrait résoudre ces problèmes-là? Ça lui apporterait quoi de résoudre ces problèmes ou ces problèmes? Et donc, c'est un problème de focus, de s'intéresser moins aux coûts générés et plus à la valeur apportée par nos activités. Et donc, c'est là qu'on va passer moins de temps dans l'estimation des coûts en termes de coûts et délais. Et on va peut-être passer du temps à ce qu'on pourrait appeler, pourquoi pas, estimation, mais de la valeur, qui est la partie haute de la fraction. Alors, comment y faire? Comment commencer à déclencher cette dynamique de no estimates? Comment la mettre en œuvre? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette partie-là. On essaie de délivrer régulièrement des petits morceaux qui, elles, font du sens, sont porteuses de valeur, et on les fait d'une manière en flux, un après l'autre. Première façon de mettre les no estimates en action,
c'est de renoncer à tout ce que vous faites en tant que Scrum Master avec les planning poker et l'estimation en story point. Alors, on se dit qu'on délivre régulièrement des petits morceaux qui font du sens. Ce qui est important là-dedans, ça veut dire qu'il faut être en capacité à faire du découpage. Une fois qu'on arrive à être confortable avec un découpage, on peut avoir uniquement 3 notions vis-à-vis d'une user story. On est là à la main d'une user story. Soit elle correspond à une taille qu'on s'était dit comme OK, c'est assez petit pour entrer dans notre flux de livraison. Soit en deuxième, TFB, too fucking big, c'est trop gros, on revient, il faut le découper. Il faut qu'on travaille pour découper. Soit en troisième, no fucking clue, j'ai aucune idée, c'est flou, il faut qu'on en discute, il faut qu'on clarifie de quoi il s'agit derrière. Et donc, l'objectif derrière, c'est de ramener tout en un. Une fois qu'on a une story qui elle a une bonne taille pour l'équipe, elle dit c'est la norme de ce qu'on fait nous dans notre équipe. Donc, c'est pas trop gros, elle a été bien découpée, et elle a été assez claire, donc on a clarifié derrière, on comprend ce qu'on veut. C'est plus la peine de l'estimer, lui donner des story points. Elle va être comptée comme une story, comme un élément qui rentre dans le flux de réalisation. Prérequis, je le disais tout à l'heure, il faut que l'équipe, que l'écosystème autour de ce produit est capable d'être bon en découpage. À la fois l'équipe et le métier qui soit capable d'arriver à faire ce type de découpage, d'avoir de la valeur, d'avoir des chemins de valeur, de découper le problème. Parce que quand on découpe, quand on fait du impact mapping tout au début, on va découper le problème qu'on va adresser. Ce n'est pas uniquement la solution qu'on va l'amener d'une manière itérative et incrémentale, mais ce qu'on découpe d'abord, c'est le problème qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qui est plus important dans ce problème-là? À quoi on va s'attaquer d'abord? Ah oui, on va essayer de solutionner telle ou telle partie-là. Et ensuite, on va faire du découpage côté solution. Mais non, cette sous-partie du problème, on va l'adresser de telle manière. Et cette solution, comment on peut la réaliser d'une manière incrémentale? On va découper dans des user stories qui, elles, vont créer au fur et à mesure cette solution. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ok, à franchir l'estimé découpé à la pratique, découpage fonctionnel vertical. Oui, ok. Très bien. Deuxième étape possible. Là, on est plutôt dans le cas où on se dit, on n'est pas encore super bon en découpage. On a encore du mal. On a des éléments qui sont, on doit dans notre backlog, dans notre roadmap, avoir jonglé avec des éléments qui ont des tailles un peu différentes. Et là, vous le connaissez probablement aussi, c'est quelque chose qui est inspiré des tailles de t-shirt. On va garder une unité assez macro. On peut se dire S, M, L pourrait correspondre à des éléments qui sont qu'on peut faire en 1 ou 2 jours, 1 ou 2 semaines, 1 ou 2 mois. Et ensuite, on va faire du extreme quotation. Extreme quotation, je vous ai mis un lien d'un article de Pablo qui l'explique très bien. C'est une manière plutôt visuelle et très rapide pour estimer, parce que là, on fait encore un peu d'estimation, pour estimer la taille de différents stories ou épiques, si on parle d'épiques, quand on arrive en XL et XXL. Donc là, on n'est pas aussi ambitieux que dans le cas de 3 cartes du planning poker à façon no estimate. On donne un petit peu encore de relief à la grandeur des différents éléments et on va essayer d'amener au fur et à mesure, de faire just in time, de faire jusqu'à temps, c'est-à-dire que les choses qui sont prévues pour plus tard, on va les laisser plutôt dans des morceaux de taille L, XL, et plus elles vont s'approcher dans le pipe de réalisation, plus on va y travailler pour les découper. Et à la fin, on va faire entrer dans le pipe de développement uniquement des choses qui sont bien découpées, que l'équipe considère peut-être XSS, qui correspond à peu près au 1 des cartes. Ça veut dire c'est normé. Dans notre équipe, on considère que ça, ce n'est plus la peine de la découper. On sait qu'elle prend toujours une durée de entre 1 et 3 jours. Et donc, on va compter plutôt le nombre d'éléments dans le flux
on va regarder une cadence de réalisation et on ne va plus mettre de taille en story point et on ne va plus jongler avec une vélocité qui est basée sur des story points, mais plutôt une vélocité simplifiée qui est le nombre d'éléments réalisés dans une durée, dans un sprint ou sur une semaine ou sur un mois. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? On va dire que c'est bon, il n'y a pas trop de questions. Passons à la suite. Là, je vous ai pris deux exemples de copies d'écran de Neil. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a cette estimation, cette granularité? Donc, soit on utilise la granularité de 1 pour les stories, soit on utilise la granularité des tailles de t-shirt. On va essayer ensuite de faire de la projection au lieu de faire de l'estimation. C'est quoi la subtile différence? Estimer, on est dans un cas où on essaye de deviner le futur. Quand on fait de la projection, on va utiliser le passé afin de modéliser le futur. Et c'est là qu'on essaie de changer complètement la donne. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce graphe. D'abord, on aura besoin donc des données. Vous l'avez compris, pour se projeter dans l'avenir, on aura besoin d'une base de données du passé. Et donc, c'est la ligne verte qui est tout au début du graphe, en bas à gauche. Donc là, par exemple, c'est des points d'échantillonnage qu'on a pris. Ça peut être, par exemple, le nombre de stories qu'on a délivrées par semaine. Okay? Et on construit ce graphe-là. Une fois qu'on a une base de données qui est assez, qui nous permet de projeter, donc il faudra avoir quelques points d'échantillonnage, ça dépend de l'équipe, je dirais. Sur les équipes que j'ai accompagnées, on commençait très vite, on commençait avec 3-4 itérations à construire ce type de graphe. Qu'est-ce qu'on va construire? On va construire 2 tunnels. La ligne au milieu, c'est la moyenne du nombre de stories délivrées par unité de temps, ça peut être par sprint, par semaine, et ensuite les 2 lignes de confidence, la confidence qui est en vert, donc on est en confiance, et la confidence en orange qui est de moins bonne, c'est les deux écartibles, le plus ou moins écartible de la moyenne. Donc on voit qu'en vert, en bas, les points d'échantillonnage, il y a une moyenne, mais il y a aussi une variabilité parce que toutes les semaines, on ne délivre pas forcément le même nombre d'user stories. Et donc, ça va nous permettre de construire une moyenne et 2 écarts-types. Et donc, à partir de là, on peut commencer à se projeter et à se poser des questions. À se poser des questions de type, et si dans la première release, on veut embarquer toutes ces fonctionnalités-là, c'est la ligne bleue horizontale, ça nous amène où en termes de timing? Ah bah oui, si on veut être en confiance, bah ça nous amène au 30 mai. Très bien. Et si on vient nous dire, pour cette release-là, il faut qu'elle sorte le 30 mai, mais que le périmètre soit là, bah, la même courbe de projection va nous dire, ouais, OK, mais attention, on est hors du cône de confiance. On n'est plus là, on sait qu'il y a du risque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? C'est soit se dire, OK, si c'est ça la release que vous souhaitez, le périmètre fonctionnel, si on veut rentrer en confiance, bah, il faut ramener la date plutôt à droite pour arriver dans une zone verte. Soit on peut se dire, si c'est le délai qui est important et que le 30 mai, il y a des contraintes qui sont pas à bouger, bah, dans ce cas-là, on peut descendre la ligne du périmètre, on peut diminuer le périmètre afin de retrouver une zone verte qui nous permet d'être plus en confiance avec la livraison. N'hésitez pas, si c'est pas clair, ces graphes-là, je sais que sont pas intuitifs et peut-être que je n'arrive pas à les expliquer très, très bien. Comment on manipule ce graphe-là aussi? C'est dans le temps, plus le temps passe, plus on va accumuler des données réelles. Donc, la petite courbe verte au début, elle va commencer à se constituer, à prendre une forme et parfois à dérailler. Parce que ces 3 lignes sont construites à l'instant T sur la base des données qu'on a. À un moment donné, on sera obligé de faire du recalibrage. Recalibrage, pourquoi? Parce que les informations qui
qui vient, le nombre de stories, par exemple, qu'on délivre un sprint après l'autre, une semaine après l'autre, ne rentre plus dans ces courbes-là. Et quels sont les éléments qui peuvent nous tirer la sonnette d'alarme? Là, je prends un petit peu d'un point de vue mathématique. J'ai repris les travaux de Vasco Duarte. Ce qu'il dit, lui, c'est d'abord, si vous avez 3 points de suite qui sortent du tunnel, bah là, vous savez que vous devrez recalibrer votre système parce qu'il commence à devenir instable, il est volatile, il ne suit plus la tendance que vous avez construite. Donc, tout ce que vous avez pu faire comme projection auparavant, bah, malheureusement, c'est poubelle. Le système, il a encaissé quelque chose, il a été perturbé, ça ne fonctionne plus, il faut refaire un calibrage. Un deuxième cas de recalibrage qu'il évoque, c'est on reste dans le tunnel, mais à 5 points de suite qui nous indiquent une tendance avérée de sortie du tunnel. C'est-à-dire qu'on a pris une pente qui, même si on n'est pas sorti encore de ce tunnel de confiance, on voit que la tendance fait qu'avec 5 points, elle va nous amener en dehors du tunnel. Et donc, à ces 2 moments-là, donc soit 3 points de suite en dehors du tunnel, soit 5 points qui montrent une tendance qui va vers une sortie du tunnel, ben on se dit, OK, bon, nos données précédentes et notre projection, il faut les revoir. Il y a 2 cas de figure. Soit un recalibrage, il est possible, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire un recalibrage possible? Un recalibrage possible, ça veut dire qu'on peut reconstruire ce type de tendance basée sur les dernières données qu'on a. Sauf que ça va changer peut-être les tendances, les pentes. Soit on constate qu'on est moins véloce et donc ça va baisser un peu les courbes, soit on constate qu'en fait ça fonctionne très bien et qu'on est on peut être plus optimiste en mettant la confiance plus haute, donc on peut délivrer plus qu'escompté. Soit très souvent on peut arriver dans des cas où le recalibrage il est impossible. Ça veut dire que les données qu'on a sont tellement volatiles, ça fait du haut, des bas, qu'on ne peut plus prévoir. Ces 2 tangentes qui sont les écarts-types vont faire en fait un angle droit presque. Donc, ça va du 0 à 90. Et donc là, la seule solution qu'on a, dans ce cas-là où le recalibrage est impossible, de dire, OK, là, il faut qu'on s'arrête. Il n'y a plus d'engagement possible à cet instant-là parce qu'il n'y a plus de prédiction, il n'y a plus de prédictibilité derrière, il n'y a plus un tunnel de confiance, on n'est plus dans la moyenne et l'écart-type, on est vraiment du yo-yo. Et là, on va mettre le focus plutôt à restabiliser le système. Et ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec l'estimation ou la projection. Il peut y avoir des choses autour des problématiques techniques, de l'incompréhension au métier, de l'instabilité dans l'équipe, des choses qui font que d'un sprint à l'autre, d'une unité de temps à l'autre, on est complètement imprévisible dans notre capacité à délivrer. Ça peut être lié aussi à une rechute dans la capacité de bien découper les éléments aussi. C'est-à-dire qu'on ne découpe pas bien. C'est pour ça qu'elles sont plus homogènes entre elles. Elles sont plus normées et donc on ne délivre plus du tout quelque chose de constant. À gauche, il y a une question sur comment tu construis les 3 lignes en pointillés qui délimitent les cônes de confiance haut et faible. Quel ratio tu utilises? Oui, Christelle. Donc, ce que je disais, c'est la ligne au milieu, c'est la moyenne des points. Et les 2 lignes, haut et bas, sont la moyenne plus moins l'écart type. Ensuite, est-ce qu'on prend l'écart type ou on prend 2 fois l'écart type ou 3 fois l'écart type? Ça dépend de à quel point on veut serrer, être plutôt prédictible, être dans une zone étroite ou large de confiance. Mais donc, les deux lignes en pointillés haute et basse sont la moyenne plus et moins l'écart type. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est l'écart type? L'écart type, c'est l'écart entre l'ensemble des points dans le groupe qu'on étudie par rapport à la moyenne. Et en plus, cet écart, c'est une formule, c'est une racine carrée du carré de chaque différence entre le point et la moyenne, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, vous cherchez la formule de l'écart type. Exactement, oui, moyen, oui, exactement. C'est pas que ça s'approche, c'est de l'écart type là aussi dans le contour chart. Et là, le Six Sigma, c'est de l'écart type aussi qu'ils utilisent. Six Sigma, c'est 6 fois l'écart type, c'est ça, si je ne me trompe pas, Moira?
Le Oui, sigma, c'est les quartiers. Oui, c'est ça. oui, il y a juste un point d'attention que je pense que tu vas souligner, c'est que tu peux être sous contrôle du processus, donc bien standard dans le rythme que tu souhaites, et c'est un peu ce que tu montres avec plus ou moins de confiance, mais ce n'est pas parce que tu es bien standardisé que tu es là où ton client t'attend. Donc, on parle souvent de la voie du process. Je suis bien sous contrôle, je suis systématique, mais ce n'est pas parce que j'ai une bonne voie du process que j'ai une bonne voie du client, que je suis en phase avec ma voie du client. Voilà. Oui. Donc là, ce que tu dis, ce que tu es en train de dire, c'est là, on a une vision sur qu'est-ce qu'on pense qu'il est réaliste et faisable au sein de notre équipe. Si le client nous dit, bah, en fait, mais pour moi, c'est ce périmètre-là et c'est cette date-là et que ça sort de notre groupe de confiance, bah, on a un problème. Mais elle ne peut pas être résolue en mettant de la pression sur le système pour aller plus vite. Elle peut être résolue en faisant différemment les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que amener des équipes en plus sur ce sujet-là, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou ça va plutôt nous ralentir? Est-ce qu'il y a un deal à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être découpées? Parce que peut-être parmi les morceaux jaunes, il y a des choses qui peuvent aller au-dessus de la barre bleue. On les a encapsulés ensemble, mais à la fin, on peut avoir une négociation sur ce périmètre fonctionnel. Est-ce que techniquement, on peut trouver des choses à faire différemment? Mais c'est plutôt, c'est jamais la réponse n'est jamais allons plus vite de la même manière, mais faisons les choses différemment. Donc, comment? Dans le différemment, notamment, ça peut être d'apprendre à estimer conjointement entre business et IT, plutôt que séparément, en faisant le découpage ensemble. Du coup, on fait les deux. On fait un truc utile et petit et maîtrisé. D'une manière générale, j'imagine que c'est fait ensemble. C'est fait ensemble parce qu'il y a déjà le business qui va porter la partie quel est le problème, quel est l'impact business qu'on veut créer, et l'équipe qui va porter quelles sont les solutions qu'on peut amener face à ce problème business. Et puis, les discussions intéressantes entre l'équipe de réalisation et le business, le client en face, c'est surtout sur ce type de graphe-là qui vont présenter, la réalité de comment l'équipe projette sa capacité d'avancer sur la réalisation et les enjeux business en termes de périmètre fonctionnel étant. Et là, il y a des discussions et des compromis à trouver parce que si juste mettre un point hors de la zone de confiance et se dire bah il y a qu'à, il faut que vous respectiez ça, ça va pas changer le problème. Le problème il est là. Donc c'est plutôt ce type de négociations, ce type de questions intelligentes qui peuvent commencer à être mis sur la table. Et justement, si le métier et l'équipe se mettent ensemble, ils peuvent peut-être identifier que parmi les éléments jeunes, il y a des choses qui sont importantes, mais des choses qui sont moins importantes, mais qui étaient embarquées parce qu'on a fait un découpage qui faisait du sens au début, mais maintenant, vu les contraintes, on peut le jouer, on peut faire les choses différemment. Juste, je me permets, tu t'es repris en estimé, mais finalement, quelque part, on garde de l'estimation, mais pas du tout le même type d'estimation. On estime le nombre de stories, mais on n'estime pas le nombre de story points. C'est là que, oui, je me suis repris. En fait, la grosse différence à faire entre les deux, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est estimer, c'est on prend hors du contexte et on essaie de deviner quelque chose, projeter, on regarde le passé et on l'extrapole pour le futur. Donc, on essaie toujours de projeter, ça veut dire qu'on va se baser sur des données dont on dispose. C'est là que c'est très important. Et quand on fait des story points, je dirais qu'on fait plutôt de la projection parce qu'on a toujours des références. On sait ce que c'est un 3, ce que c'est un 1. Donc, on a des éléments de référence quelque part, mais on a beaucoup de l'estimation, de la devinette parce qu'en fait, on fait à chaque fois quelque chose de nouveau. Et donc, on ne peut pas se projeter sur le passé que à moitié. Et Dragoș, par rapport à ça, tous les éléments jaunes, là, quand tu fais de la projection, donc tu as une idée du scope que tu veux, mais tu ne vas pas prendre le temps de tout découper, parce qu'en fait, tes données, elles sont basées sur le nombre d'éléments, par exemple, que tu fais par unité de temps. C'est basé sur un découpage que tu disais tout à l'heure, où on devient bon en découpage, où les éléments sont à peu près pareils. Là, comment tu fais pour faire ta projection? Parce que tu n'as pas forcément... Parce que tu prends le temps de tout bien découper, on revient sur l'histoire du détail, quoi.
Tout à fait. Alors, c'est là que ça devient, plus on veut faire ce type de projection sur une période plus longue, plus on commence à jouer au sorcier à nouveau. Et là, je vous renvoie vers le meet-up de Pablo sur le road mapping. Il en a beaucoup parlé du sujet. C'est-à-dire que, effectivement, à un moment donné, si on veut faire ce type de projection sur 6 mois, 1 an, bah, effectivement, il faudra qu'on prenne en compte qu'est-ce qu'on veut faire dans les 6 mois à venir et à quel point on doit les découper pour pouvoir avoir une projection. Et donc, on va faire beaucoup de détails. Donc, je me reprends, Fleur. Ce qu'on va faire, c'est plutôt en utilisant, on va rester sur le modèle avec les tailles de t-shirt et on va commencer avec le temps à apprendre et à faire, encore une fois, une projection de, par exemple, un L, il se découpe en combien de M et en combien de S avec le temps. Et donc, on va apprendre au fur et à mesure que nos L, on peut les considérer comme étant 5 éléments et constitués entre 5 et 10 S, par exemple. Mais pareil, on ne va pas faire de l'estimation, mais on va calibrer, on va se projeter par rapport à un passé. Donc, il nous faut un passé, il nous faut un certain temps pour commencer à construire ce système-là. Et donc, une fois qu'on a ce système et on se dit que les gros carrés qui sont pour plus tard, on ne veut pas les découper, mais on sait que c'est on les a mis dans la catégorie XL. On sait qu'un XL, il a des chances, parce que le passé nous l'a montré, de se découper en 50 S. Là, on a un ordre de grandeur. Parce qu'on sait que on sait faire, si le S est notre standard, on sait que chaque sprint, on délivre 5 stories en S. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Oui, merci. Okay. Tu me permets, Dragos, au fait, c'est pour le No Estimate, c'est une équipe qui a déjà vécu les différentes modes d'estimation, le planning poker, etc., pour les passer en No Estimate. Du point de vue maturité de l'équipe, une équipe qui n'est pas mature en Agile et en Scrum ou en Kanban, elle ne pourra pas comprendre le No Estimate, c'est engagement, focus. Très bien comme question, merci. Donc, je n'ai pas eu l'exemple jusqu'ici d'une équipe, qui me demande, OK, est-ce qu'on peut faire du no-estimate? On a entendu du no-estimate, mais qui n'est pas encore capable de faire du planning poker et de faire de la vélo, d'avoir joué avec la vélocité. Et deux, personne ne va se pencher sur ce sujet-là tant qu'ils n'ont pas vécu des frustrations avec le modèle d'estimation d'aujourd'hui et avec la lourdeur des story points et avec la limite aussi que ça impose les story points. Quelle limite? Je parle surtout de cette petite usine à gaz qui commence à nous amener plus vers du calcul mathématique et un jeu de « ah oui, on est prédictible », on a l'impression d'avoir quelque chose de très qu'on maîtrise, en fait, comme disait Moira tout au début, on a l'impression de maîtriser et quand on fait derrière, c'est du superflu et ça nous apporte rien. Et donc, les équipes qui commencent à s'intéresser à no estimate, c'est des équipes qui commencent à avoir une expérience, qui voient qu'il y a peu de volatilité dans ce qu'elles délivrent. Elles savent déjà bien découper. Elles ont un système où on sortit la cadence, elle est plutôt stable. Et c'est là qu'ils se disent, mais en fait, tout ce jonglage avec des story points, toutes ces problématiques où pour estimer quelque chose à 6 mois, on doit tout découper, peut-être que c'est du gaspillage et qu'on peut le prendre différemment. Et elles vont passer plutôt en flux, parce que c'est le Kanban aussi qui va permettre d'avoir cette réflexion qui est juste à temps. Laissons ce backlog-là et projetons-nous sur le futur très proche. Qu'est-ce qui est vraiment important, le next step à faire? Quel est le gros morceau auquel on doit s'attaquer? Comment on le découpe? Comment on le met dans le pipe de réalisation? Et surtout, autour de ça, comment on comprend quelle est la valeur, comment on peut avoir du feedback, ce qu'on a fait, est-ce que ce qu'on a fait apporte de la valeur ou pas, est-ce qu'on doit adapter, poursuivre sur la même route ou faire marche arrière, et c'est surtout ça les questions qui sont importantes plutôt qu'avoir une mécanique
super huilée sur laquelle on peut présenter des chiffres de vélocité incroyables pour notre management et que derrière le produit qu'on construit, en fait, il n'est pas utilisé, il ne fait pas de sens et le métier, il dit, mais c'est quoi ce bousin? C'est plutôt ça l'idée derrière. Ok, est-ce qu'on continue? Parce que je vois que le temps passe et j'ai encore quelques idées à vous passer qui vont un peu au-delà de nos estimates. Si on accomplit ça, je veux vous parler 2 minutes du coût du délai. Parce que finalement, on se dit, bon, on n'estime plus rien, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Ok, on ne va pas estimer le coût de réalisation, mais dans son super bouquin, les principes du développement des produits en flux, Don Reinerstein disait, s'il y a une seule chose que vous quantifiez, si vous décidez de quantifier quelque chose, de mettre des chiffres sur quelque chose, quantifiez le coût du délai. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le coût du délai, le coût du retard en fait en français. C'est une façon de communiquer l'impact du temps sur le résultat que nous espérons atteindre. Ça veut dire que, imaginons une fonctionnalité, le coût de retard, c'est qu'est-ce qu'on perd si on ne la délivre pas demain, si on ne la délivre pas dans une semaine, si on le manque de cette fonctionnalité, l'incapacité à la délivrer demain, combien elle nous coûte? Imaginons qu'une fonctionnalité, elle peut nous rapporter par semaine 10 000 euros. Le fait de la retarder 3 semaines, si elle sort que dans 3 semaines, il y a un manque à gagner de 30 000 euros. Si on aurait eu aujourd'hui, on aurait eu 30 000 euros. Donc, lui, ce qu'il dit, si vous essayez de quantifier quelque chose, quantifiez ça. Je vous donne un peu un exemple. Et je vais vous faire travailler aussi pour comprendre un peu la mécanique. Donc, on va mettre en place cette réflexion autour du coût du retard. Et imaginons que vous disposez d'une seule équipe qui doit réaliser 3 features, la feature A, B et C. Et pour chacune des features, on sait, c'est toute une autre discussion, on sait qu'elle prend 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines à être réalisée et que la valeur, le bénéfice d'avoir cette fonctionnalité par semaine, et la première feature, elle produit 3 cas par semaine, 8 cas pour la deuxième et 9 cas pour la troisième. La question qui se pose en tant que manager, vous vous dites, quelle est la meilleure priorisation d'un point de vue économique? Donc, vous voulez en fait diminuer, minimiser ce coût du retard. Et vous avez plusieurs options. La première, c'est de faire les features A, B, C en parallèle. N'oubliez pas, vous avez une seule équipe. De faire d'abord la plus courte, donc la A, ensuite la B, ensuite la C. De faire celle en fonction de leur valeur, donc d'abord la C, ensuite la B, ensuite la A, ou une autre solution. Comment vous vous prenez? Je vous laisse 2 minutes. C'est dans l'exemple, Moira, oui. Dans l'exemple, et c'est vrai que Don, il insiste beaucoup dans sa réflexion de dire que si in fine, vous n'arrivez pas à quantifier, à transformer vos hypothèses de valeur, posez-vous des questions. C'est que vous n'avez pas toute la chaîne jusqu'au bout. Mais on est sur des morceaux assez grands. Et c'est vrai, c'est une question si à la fin, on peut pas avoir une valeur tangible, qu'est-ce qui se passe? Bon, les 2 minutes sont pas passées, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Vous la mettez en chat. Dans quel ordre il faut faire les 3 features par l'équipe? Tu dis C, mais non, c'est l'ordre. C'est-à-dire qu'on doit faire les 3. Donc, c'est pas la première. C'est dans quel ordre on les fait tous les 3 pour être économiquement viable. Moira, elle dit CAB. Pourquoi? C, c'est coût du délai, c'est 9 divisé par 6. Ah, pardon. Ça, c'est le... Ouais. 9 divisé par 6, c'est plus élevé que 3 divisé par 3. Ouais. Donc, C passe avant A.
Oui. J'ai mal calculé, je n'ai pas vu que B, c'était Ouais. 8 par 4. Ouais. Donc, j'ai mal Ouais, calculé. donc, effectivement, je donne la réponse. En fait, ce qu'on va calculer, ce que Moira vient de calculer, c'est ce qu'on appelle le CD3, c'est coût du délai divisé par la durée. Cost of delay divided by duration. Et donc on va diviser pour chacune des features, pour chacune des activités, son coût, pas son coût, son coût du délai, c'est-à-dire le manque à gagner. Ne prenons pas, ce n'est pas le coût de réalisation, le coût c'est la durée, c'est la valeur qu'elle peut apporter par le temps de réalisation. Donc on a 1, 2 et 1,5 et donc on va les prioriser de telle manière à maximiser ce CD3, c'est-à-dire que la feature B, on va investir d'abord les 4 semaines pour avoir une fonctionnalité qui, elle apporte chaque semaine 8K €. Et donc l'ordre, c'est d'abord B, ensuite C, ensuite A. Maintenant, ce qui est très intéressant au-delà de cette mécanique, je vous la donne, je vous avoue, je ne l'ai pas encore vu utilisée telle qu'elle dans un cas concret. Mais c'est une réflexion qui permet de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on a une durée de réalisation? Est-ce qu'on est capable surtout d'avoir la valeur perdue par unité de temps du manque de cette fonctionnalité ou de ce produit-là sur le marché? Et ça pose des questions, mais c'est quoi la valeur? Comment on va gagner de l'argent avec cette fonctionnalité-là? C'est ça ce qui est très intéressant. Et là, une deuxième réflexion qui est déclenchée par cette mécanique du coût du retard, c'est OK, mais qu'est-ce qui se passe si la feature B, par exemple, elle ne commence à apporter du cash qu'après une certaine date, après Noël, par exemple, parce que c'est une fonctionnalité pour Noël. Et donc, on se rend compte que le profil de l'urgence de cette fonctionnalité, il est important aussi. Toutes les fonctionnalités n'ont pas la même urgence, la même importance. Et donc, on peut avoir ce type de réflexion parce que le coût du retard, il peut être impacté par le profil d'urgence. Et là, il y a 4 exemples de profils d'urgence que je vais essayer de vous l'expliquer très, très rapidement. Oui, Laurent, sachant que la durée est estimée, bien sûr. Donc, le premier, c'est ce qu'ils appellent le expedite. Donc, on est dans le cas où, dans cette fonctionnalité, elle est super urgente et on ne sait pas à quel moment son urgence va finir. C'est-à-dire que chaque jour passé, on perd énormément d'argent. Le manque de cette fonctionnalité, en mode expedite, nous fait perdre énormément chaque jour qui passe. Vous avez un exemple? Moi, j'en ai un exemple pour vous. Le jour où le Covid, par exemple, est arrivé, le fait de ne pas avoir la capacité de vendre en ligne pour une boutique, on était vraiment en expédite. Chaque jour, ça pesait des milliers d'euros parce que les ventes étaient arrêtées. Et donc, avoir un site de e-commerce à ce moment-là, on était dans le mode expédite. Chaque jour qui passait, on avait un chiffre d'affaires énorme qu'on perdait. Ensuite, il y a un deuxième modèle qui est la date fixe. Là, on est impacté par une date fixe, c'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, on ne perd pas de l'argent en n'ayant pas cette fonctionnalité. Et c'est ce déclencheur, cette date-là, qui déclenche, à partir de cette date-là, chaque semaine, chaque jour qui passe, nous fait perdre de l'argent. Donc là, on est, par exemple, sur l'exemple du lancement d'une offre ou de Noël. C'est à Noël où c'est une promotion, un lancement d'une offre, ou des choses réglementaires. À telle date, il faut avoir le RGPD mis en place. Jusqu'à cette date-là, on ne risque pas de perdre de l'argent. À partir de cette date-là, chaque semaine qui passe, on aura une amende à payer par manque de respect de la réglementation. Là, les fonctionnalités, c'est type lancement d'offres réglementaires, date fixe, événements comme Noël, Nouvel An, lancement. Le troisième, c'est le standard. Donc, c'est une fonctionnalité que dès qu'on l'a, on pourrait en tirer profit, on pourrait avoir un chiffre d'affaires et qui, elle, avec le temps, elle va s'estomper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit, il pourrait générer du bénéfice et avec le temps, son profil standard fait qu'il va être de moins en moins recherché et à un moment donné, ça va plafonner. Et le dernier intéressant aussi, c'est l'intangible qui est très peu d'urgence. Aujourd'hui, si on n'a pas cette fonctionnalité, on n'a pas cette capacité, c'est pas grave, mais à un moment donné, il devient exponentiel, expéditif et on ne sait pas à quel moment.
Et en fait, pour le comprendre, c'est le modèle Expedit, le premier, sauf qu'il c'est quelque chose qui pourra se passer dans le futur, mais on sait pas, il n'est pas avéré encore et on ne sait pas à quel moment. C'est le cas que je vous ai donné l'exemple de site de e-commerce pour une boutique avant le Covid. Sa valeur, c'est pas urgent. C'est pas urgent du tout. C'est pas une fonctionnalité qu'il nous faut. Mais si un jour ça s'avère comme quelque chose de nécessaire, ça va partir en mode expédite. Et donc, ce type de profil d'urgence, comment on le gère, on le met pas en priorité. Par contre, on le met quand même, on s'occupe, on essaie de continuer à avancer pour être prêt à un certain moment. Donc, c'est du potentiel à venir dans le futur. On essaye de le garder quand même dans la liste des priorités, des choses qu'on fait avancer, mais sans lui donner une priorité maximale. Voilà, c'était une petite parenthèse autour du coût du délai. Pourquoi cette parenthèse? C'est parce que les questions qui se posent autour du coût du délai, coût du retard, nous amènent à nouveau sur des réflexions autour de qu'est-ce qui a de la valeur, comment quantifier la valeur, plutôt que quantifier le coût de réalisation de ces fonctionnalités. Alors, pour finir cette planche avec une synthèse de la réflexion autour de nos estimates. Premier élément, délivrer régulièrement de petits morceaux qui font du sens, qui sont priorisés par la valeur. Deuxième, comment avoir des petits morceaux qui font du sens? Utiliser un découpage qui est juste à temps, ne pas faire le découpage au-delà de la visibilité de ce qui est important, de ce qui est prioritaire. Laisser ce qui est pour plus tard en gros morceaux, tout ce qui est pour demain, découper pour comprendre, pour le normaliser, pour être sûr qu'il est prêt à entrer dans la boucle de réalisation. Troisième élément, observer une cadence. Pour créer de la projection, il nous faut un passé, il faut observer une cadence, il faut se projeter avec cette cadence-là pour commencer à donner de la visibilité sur comment on pense pouvoir respecter des engagements dans le futur. Quatrième point, on l'a évoqué, s'interroger plus sur la valeur générée que sur le coût. Le fait de passer trop de temps sur l'estimation va nous amener sur des discussions autour de coût, va créer aussi cette culture de peur et cette culture de la non-transparence vis-à-vis de la relation entre ceux qui ont un besoin et ceux qui vont le réaliser. Et ça va pas amener les bonnes discussions qui sont celles autour de quels sont les bénéfices, les impacts et la valeur qu'on souhaite générer. Un autre point que j'ai noté, c'est faites attention, on pense très souvent qu'on peut faire des économies à l'échelle. Ce n'est pas forcément le cas avec le développement logiciel. Ce n'est pas une chaîne de montage où si on fait plus de choses, on va diminuer le coût. On est sur une science molle, sur des choses qui sont complexes, des choses incertaines. Les gros projets et les longues durées sont pas la bonne façon d'avoir de l'efficacité, des résultats économiques positifs. C'est tout l'inverse d'une économie à l'échelle. C'est une accentuation de ces coûts-là. Et dernier point à noter qui est issu des coûts du délai, c'est que la valeur aussi, oui, il faut se focaliser sur la valeur, il faut la mettre au centre de préoccupations, il faut la comprendre, mais aussi elle peut changer en fonction de la date de livraison. La valeur n'est pas quelque chose d'absolu, elle est incluse dans un timing et dans une réalité d'un marché, d'une clientèle, d'un business. Voilà pour ce que j'avais prévu comme présentation. Là, je suis prêt, si vous avez encore le temps, à passer à des questions, si on en a. Alors, il y a Maru qui a dit qu'il y avait une chose qui lui connaissait, une pratique qui manquait dans cette liste. Est-ce que tu veux prendre la parole, Maru? C'est l'inclusion des facteurs d'erreur d'estimation historique plus ou moins récents pour corriger les estimations. Maru, tu m'expliques un peu pour être sûr de bien comprendre? Je peux faire rapidement. En fait, dans No Estimates, il y a une autre pratique qui vient pas de la communauté directement,
mais qui est souvent utilisé, je connais plus le terme en anglais, mais c'est pour corriger les estimations qu'on fait, même à court terme, même just in time, comme tu as dit. Hmm. On les recorrige, on rajoute encore une couche en regardant les erreurs qu'on a faites dans les estimations d'au moins un sprint avant. C'est-à-dire qu'on Ok. fait, c'est l'effet d'apprentissage. Maru, juste pour qu'on soit cohérent avec tout ce qu'on se disait, ce que tu parles là, c'est des projections, pas des estimations. On est d'accord? Projection, pas projection, je parle d'estimation, hein. On estime, et quand on estime, là tu dis, il y a une liste de pratiques, il y en a une autre qui dit, Oui. je regarde aussi comment j'ai estimé dans le passé, au moins un sprint en avant, et je regarde quelle était mon erreur. Est-ce qu'elle était de 10%, de 5%, de 20%? Et là, je recorrige. Pourquoi j'insiste sur le fait du vocabulaire estimation ou projection, c'est cette différence qui est, si on fait de la projection, ça veut dire on prend le passé, on a des données sur comment on s'est porté et on va essayer de les utiliser pour, pour se projeter dans ce qui est possible dans l'avenir. Dans l'estimation, on ne fait pas ça. Donc, on est plutôt, si tu me parles des sprints, on est plutôt en projection. Je peux te donner un exemple. Je peux donner un exemple pour montrer que c'est de l'estimation. Là, tu prends une tâche, tu la découpes, et au moment où, comme le Kanban que tu as montré tout à l'heure, au moment où Ouais. tu peux, où tu as cette clarté, où tu as un cône de confiance assez grand, tu dis voilà, je pense que ça sera plutôt dans cet intervalle, d'accord? C'est un exemple de ce que tu m'as montré. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une couche qu'on rajoute en plus, et on dit j'ai fait la même chose Mm. dans une unité time box avant. Le sprint, c'est juste un exemple, c'est pas forcément des sprints ou du scrum. Je l'ai fait avant, mais quand je l'ai exécuté, quand j'ai fini ma tâche, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais trompé de tel pourcentage. Et ben, je réapplique. J'entends, mais est-ce que tu es sûr que la façon de laquelle tu t'es trompé là, elle s'applique aussi aux estimations que tu vas faire, parce que tu parles d'estimation, aux estimations que tu vas faire sur d'autres tâches? Tu n'en es pas sûr, et c'est là On n'est qu'on est jamais sur une sûr. On n'est jamais sûr. C'est juste un pourcentage, tu rajoutes, tu recorriges. Tu n'es jamais sûr de rien parce que dans ce genre de méthode, ça sert à rien de regarder pourquoi on s'est trompé ou ça peut être dû à un contexte bien donné, mais tu inclus. C'est les personnes dans l'équipe qui savent à quoi c'était dû. Tu peux par exemple décider, non, je prends pas en Mm. compte cette erreur parce que voilà, pour des raisons bien données, je sais que c'était pas dû à mon erreur à moi. Mais par contre, si tu as des données contextuelles qui te disent, voilà, on n'a pas pris ça en compte ou en fait on est un peu plus lent que ce qu'on pense qu'on est ou n'importe quoi, c'est juste des exemples que je Ok. donne, tu corriges. Je comprends. Je comprends. OK. Donc ça, c'est une pratique qui peut être appliquée aussi. Je vois passer aussi ta question, Sébastien. La projection se fait à partir d'estimations passées, non? Non, la projection, ça se fait à partir d'éléments réels observés dans le passé. C'est-à-dire, les 3 derniers sprints, on a vu qu'on a livré 5, 6 et 4 stories. Ce n'est pas des estimations, c'est la réalité du passé. Et donc, c'est sur ces éléments-là, sur notre réelle capacité observée, qu'on va faire de la projection. Ce n'est pas sur les estimations. D'accord, mais ces choses passées, vous les avez, enfin, elles ont été sizées quelque part. Il y a quelque chose qui dit qu'il y a un ordre de grandeur. Non, là, on est plus dans l'ordre de grandeur, on est juste sur des éléments. On a livré 5 stories, et c'est le nombre des stories. Pourquoi? Parce qu'on était plutôt dans un modèle où on a normalisé. Soit la D'accord, ok. story, elle rentre dans la norme de notre équipe qui dit, on pense par exemple, les équipes vont se dire, on va découper jusqu'à ce qu'on pense qu'on peut la livrer grosso modo en 2 jours. Et Ok, il y a là, on est sur une taille, estimation. Mais ouais, une fois on est rentré là, c'est juste, on va compter un. C'est une story, il n'y a plus de story point. ok, il y a une taille standard, quoi. Il y a quelque chose qui est standardisé, que Oui. l'équipe a appris avec le temps. Elle sent que, OK, là, on sent que ça rentre dans notre taille standard. Et elle, avec plus elle est petite, plus la moyenne de l'erreur fera que l'équipe se portera mieux. C'est-à-dire que si Ouais. on est sur 2-3 stories par sprint ou 10-15, il n'y a pas la même capacité à garder une variabilité basse. Ouais. À 3 stories, juste une, c'est 33% de variabilité déjà. Alors 15, deux stories fait bon. Oui. Je suis assez d'accord avec ce que dit Sylvain. Il dit, mais pour normaliser une story, il faut l'estimer.
Mais je suis assez d'accord, en fait. Hein, si vous, Oui et non. Quand on arrive à quelque chose, ok, je sais, je pense qu'on va jamais finir ce débat-là. On va pas l'estimer dans le sens où on va pas prendre la story et on va commencer à poser la question combien de temps ça nous prend ou la découper, voir combien de temps ça nous prend cette activité ou cette activité-là. Mais on va faire un découpage qui va nous amener à des temps de réalisation qui sont tellement courts, de l'ordre d'un jour, 2 jours, que l'équipe, avec son expérience, sentira. Elle sait le dire. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des semaines, depuis des mois, et donc on sait que ça rentre plutôt dans les 2 jours. Est-ce que c'est une estimation, ça? Oui, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui coûte quasiment rien. Donc, ce qui coûte, c'est de se poser la question, est-ce que ça rentre, est-ce qu'on sent que ça rentre dans ce qui est une taille normative dans notre équipe, ou sinon, on continue à la découper. Comment on la découpe? Et là, ça se pose d'autres questions qui n'ont rien à voir avec l'estimation. C'est une découpe qui est plutôt comment on fait d'une manière à apporter quelque chose d'incrémental dans la réalisation de cette story, comment on peut rester fonctionnel et pas technique, parce que sinon, ça n'a pas de sens de découper dans des stories qui sont pas porteuses de valeur, de fonctionnalité en elles-mêmes, et ainsi de suite. C'est là, oui, on arrive à l'exercice de dire c'est une estimation ou pas. Oui, mais c'est une estimation qui est le flair et le vécu de l'équipe qu'elle peut le dire, parce qu'on est sur des morceaux très petits. Quand on parle d'estimation d'un petit morceau d'une story de 1-2 jours, c'est pas la même chose quand on parle d'une épique qui nous prend de 2, 3, 4 mois. Là, on est dans une estimation qui découpe une armée d'outils et de réflexion pour découper, pour estimer par activité et ainsi de suite. Ok, merci. En fait, l'équipe, elle va sentir si ces US, elles vont rentrer dans leur timing sans la notion d'estimation, donc avec la notion de capacité. Oui, je pense qu'on peut absorber 5-6 US, elles sont claires, on a tout compris, la vision, elle est là, boum, on peut les prendre. Il n'y a pas cette notion d'estimation comme les autres modes d'estimation. Même ça, il ne va pas le faire par package, il va le faire uniquement par story. Par story, elle va dire, OK, là, cette découpe qu'on propose, elle est vraiment, on sent que c'est quelque chose on connaît notre produit, on connaît sur quoi on travaille, on sait que c'est 1-2 jours. Et à la fin, combien on engage dans le sprint, elle va juste regarder dans le passé, comme pour les story points. Mais au lieu de regarder un certain nombre de story points embarqués, elle va regarder au nombre de stories. Vu qu'on découpe pareil depuis un certain temps, on a la même normalisation de nos stories. Si on a fait 10, 12, 15 et 11 les précédentes, quelle est notre courbe, quelle est la moyenne? On va s'engager sur la moyenne et on a les 2 écarts types qui nous donnent la confiance. Sur un sprint, c'est peu important cette partie confiance. Quand on se projette sur une roadmap à 2-3 mois, là, ça peut commencer à être intéressant. Alors, je vois qu'il y a entre-temps plein de choses qui sont passées sur le chat. Si vous avez suivi, ouais. Il y a Fleur et une question qui se démarque un peu de ce sujet-là sur estimation versus pas estimation, de Laurent sur le coût du délai. Est-ce que Laurent, tu veux poser ta question à Dragos? Oui, je veux bien, oui. Salut Dragos, merci pour ta présentation. Sur le coût du délai, c'est quelque chose dont j'ai pas mal entendu parler déjà. Je l'ai assez peu vu mis en œuvre. Et j'ai l'impression finalement que c'est surtout autour de questions stratégiques, autour des produits ou des solutions. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que toi tu as vu de ton côté de l'utilisation éventuellement de cette approche? Ok, c'est un peu ce que j'avais commencé à dire. Pareil, en termes de réflexion, on l'a eu à quelques reprises. En termes de mise en application concrète, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et à chaque fois qu'on avait ce type de réflexion, c'est là que mon exemple est trompeur, on n'était pas sur des petites features, on était à la taille d'un produit en fait. On était en train de discuter plutôt avec un côté métier qui a une initiative, qui a fait tout un travail pour dire, OK, on a clarifié quel est notre marché, pourquoi on le lance, quel est le chiffre d'affaires qu'on imagine
qu'on peut déclencher et qu'il y a des formes de chiffre d'affaires tout au début. On pense accaparer 10% de cette clientèle-là. Dans 2 mois, on monte là. Et donc, on peut commencer à transformer en gains économiques. Mais on est sur des gros morceaux, des initiatives de type offre, produit, effectivement. On n'est pas du tout à l'échelle d'une user story où c'est là que mon exemple est un peu trompeur. J'aurais pu mettre produit plutôt que feature. Je ne sais pas si ça répond. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. Merci Dragos. Plein de choses. Merci à vous. Je voulais te remercier, Dragos. Super, vraiment, super sujet. Vraiment. Très, très utile. Il n'est pas simple. Je me rends compte que je me rends compte quand même que je n'ai toujours pas encore l'accroche qui permet de clarifier encore assez cette différence entre estimation et ce qu'on venait de débattre tout à l'heure, estimation et projection. C'est plutôt clair dans ma tête, mais je n'arrive pas à bien la formaliser. Donc, je vais retravailler ça. J'ai mis un petit feedback dans le draft.io. J'ai 1 ou 2, 3 exemples. 1 ou 2, 3 exemples. Un exemple. Ou deux. Je pense que ça sera genre dans en mode exercice. Pas en mode je vous explique. Mais OK. Je pense que ça ouais. Oui, mais là, au-delà de l'exemple, c'est plutôt comment clarifier à quel moment on parle d'estimation, à quel moment on parle de projection. Et c'est de là qu'il vient tout ce débat-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière. J'essaye de chercher une frontière, mais qui n'existe pas. Et c'est là qu'il y a aussi sur Internet toute cette bagarre. En fait, même quand on a ce débat-là maintenant, on fait fausse route, parce que ce qui est important, c'est pas de dire est-ce qu'on est en train d'estimer ou pas, est-ce qu'il faut estimer ou pas. Il faut se dire où est-ce qu'il faut mettre le poids de notre temps et de notre réflexion. Et tant qu'on se dit on passe beaucoup plus de temps et on clarifie d'abord les intentions, la valeur, la stratégie, le produit, on parle du produit, d'utilisateur et d'impact, et de ce qu'on appelle en anglais le outcome, le résultat, le bénéfice, et qu'on parle moins du coût de la réalisation de ça, là on est bien, on est plutôt dans no estimates parce qu'on se dit on va faire de l'estimation ou de la projection le minimum nécessaire pour répondre à des questions qui sont très concrètes et qui viennent de l'autre côté, comment on peut répondre à des enjeux business. C'est plutôt ça qui est très important à retenir et pas le débat on estime ou on n'estime pas. Est-ce que ça c'est estimé ou ça c'est projeté? Bon, moi, j'ai l'impression, Dragos, que en fait, là où je te rejoins assez, c'est que quand on estime, on fait des paris sur le temps que ça va prendre et tout ça, alors que quand on découpe, on concentre les énergies sur l'expertise de nos bonhommes. Et encore une fois, moi, je préconise que quand on découpe pas que entre IT, mais on découpe conjointement business et IT ensemble, ce qui fait que non seulement tu concentres vraiment l'énergie sur ce qui doit être fait, c'est-à-dire l'essentiel, le focus on what matters, à la fois sur l'essentiel de la valeur et sur ce qui va être le plus simple possible en termes de technicité. Et donc, que tu sois business ou IT, tu concentres la conversation sur le produit, la valeur et son coût, plutôt que d'estimer un peu fumeusement le bazar. Effectivement, on n'a pas. Bon, il y avait plein de choses à en dire. Je n'ai pas parlé de cette fameuse activité qui est le backlog grooming ou le découpage, le moment où on commence à découper les choses. Et c'est ça ce qui est plus important, c'est que là, si c'est bien fait, on a des discussions en termes de valeur, d'intention de ce qu'on est en train de faire. Et quand on va faire un découpage, on ne va pas le faire pour minimiser le coût de chaque élément, mais on va être plutôt sur de la cohérence. On va faire un découpage qui nous permet d'être cohérent et d'avoir des éléments qui nous permettent derrière de proposer des vrais incréments ou des vraies fonctionnalités sur lesquelles on a du feedback. Donc, on dit la même chose. J'en ai vu aussi des backlog grooming ou des découpages qui sont complètement factices parce que derrière, ce qu'on regardait, c'était que les story points. Comment on peut faire on a une story qui a 8, comment on peut la passer en 3 et 4. L'objectif derrière, c'était
de se replonger sur une estimation de combien ça me prend pour tester, combien ça me prend pour coder ça, au lieu d'avoir un découpage qui est, comme tu le dis, Moira, organisé au travers d'une stratégie métier derrière. Qu'est-ce que je veux délivrer, comment je peux le délivrer, comment je peux le tester dans le sens auprès de mon marché, auprès de mes utilisateurs, comment je peux valider que cette hypothèse que je fais, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et je trouve qu'il y a aussi une autre vertu à compter le nombre de stories plutôt que le nombre de story points, quitte à ce que ce soit des estimations. C'est clair de rien. Quand tu suis le nombre de story points, ça invite chacun à prendre des grosses stories, celles où il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est très implicite, hein, ce que j'observe. C'est l'indicateur que tu suis, c'est les story points, et ben on va avoir tendance à prendre les gros. Tandis que quand l'indicateur, c'est de suivre le nombre de stories, ça fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, si tu suis le nombre de stories, ça va inviter chacun à prendre des petites stories pour en sortir beaucoup. À découper encore plus. Et donc, ça a l'air de pas grand-chose, ce que je suis en train de dire. On fait toujours peut-être des estimations, admettons, hein, quel que soit le terme qu'on prend. Mais si je suis le nombre de stories et pas le nombre de story points, j'invite implicitement chacun à découper petit, à en prendre beaucoup, mais petites, et du coup à maîtriser mes risques et à sélectionner, un cherry picking, sélectionner celles qui vont générer beaucoup de valeur avec moins d'efforts. Surtout, ce qui est aussi important, c'est, j'avais dit à un moment donné, essayer d'avoir une démarche qui est collaborative plutôt que contractuelle. Parce que dès qu'on rentre dans un modèle contractuel entre ceux qui ont le besoin, ceux qui réalisent le métier et l'IT, on va, même avec ce découpage-là, on va essayer de faire des choses qui nous arrangent d'un point de vue contractuel plutôt que de faire des choses qui ont du sens pour l'organisation. Là, on va surdécouper pour avoir des choses qui sont plus petites et peut-être d'une manière artificielle. Ça aide à rien à surdécouper, mais juste pour faire grimper le nombre d'éléments. Et pourquoi on fait ça uniquement quand on a derrière un manque de confiance, de la tension, de la peur, on veut se protéger parce qu'on sait qu'on fasse tout ce qu'on va dire en termes de projection, ça va être pris comme engagement définitif. Donc, on n'est plus du tout en mode collaboratif, on est dans un mode qui a bâti un contrat, même si il n'est pas explicite. Donc ça pose problème. Merci beaucoup, Dragos. En tout cas, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, oui, on va le meet-up a eu l'air de plaire puisque tu as eu beaucoup de félicitations. Merci à toi. C'est toujours mon accent, il gagne le public. Il n'y a plus personne qui écoute ce que je dis, c'est l'accent. Merci à tout le monde, c'était très sympa. Je vous ai partagé un lien draft pour les feedbacks si vous en avez, c'est toujours bon à prendre. Je partageais aussi les slides, même s'il n'y a pas grand-chose dans les slides, mais je partagerai sans problème, bien sûr. Oui, on mettra le replay de la vidéo sur la chaîne Beyond Scrum Mastering Vimeo. Donc, vous pourrez la regarder en replay et la partager. Et puis, sinon, nous, on vous donne rendez-vous mardi 8 juin pour le prochain meet-up qui sera sur le thème du management visuel à 13h. Merci à tous et une excellente soirée. Merci pour l'initiative. Merci pour l'invitation. Tes slides, ils sont super. Ton accent, il est top, évidemment. Et tout est super. T'as l'habitude, Moira, t'as l'habitude. Merci pour la vulgarisation. Merci tout le monde. Merci. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.